Bonjour à tous et merci d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, ici même à Bassin-Labou, parce que on va parler de quelque chose d'important. Parce que il y a longtemps que je voulais faire cette petite vidéo qui est devenue une émission entre-temps pour la télé, une vidéo un petit peu comme un tuto sur Internet, notamment sur un de nos sites. Parce que vous savez, je suis Jean-Claude Coindin et je suis dans le milieu professionnel, dans les affaires un petit peu, puis spécialement dans la construction ici à La Réunion. Et c'est vrai que depuis longtemps, les gens me demandaient de leur expliquer un petit peu comment faire pour construire une maison. Alors je me suis dit que peut-être que l'occasion est rêvée aujourd'hui d'expliquer un petit peu tous les rouages de la construction, tout ce qu'on peut attendre d'un constructeur, tout ce qu'il faut, quel piège il faut peut-être pas tomber dedans. Peut-être on va me dire, oui, peut-être je suis un petit peu mal placé pour le dire, alors que moi je suis un peu juge et parti. Je suis constructeur, réalisateur et concepteur aussi, puisque conçoit aussi nos maisons, hein, bien sûr. Hein. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, alors prenez ça comme un tuto si vous voulez, ou bien prenez ça comme une simple émission de télévision. En tout cas, ça peut rendre service à un grand nombre, et on est très content. Hein. On est très content parce que imaginez que vous voulez acheter une maison, imaginez que vous voulez construire une maison, parce que si vous voulez acheter une maison, c'est facile. Hein. Vous trouvez la maison, et ben il y a le terrain, il y a la maison. Vous allez chez un notaire, vous achetez, après vous faites des travaux ou pas, vous habitez dans la maison, après c'est fini. Par contre, si vous décidez de construire une maison, et ben l'art elle est là, et c'est pas un parcours de combattant, mais il faut savoir, il faut connaître, il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne. Imaginons que demain, vous êtes un couple avec un enfant ou deux, vous avez dépassé un petit peu la trentaine, vous avez un travail qui est fixe, en tout cas, vous avez un CDI, ou bien sinon, vous avez un peu d'économie en réserve, vous voulez construire votre maison. Première chose à faire, il faut trouver le budget, il faut trouver l'argent que vous avez, c'est normal. Vous ne pouvez pas décider d'aller dans une opération de construction si au cas vous n'avez pas le budget. Alors là, pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Il faut aller voir son banquier, hein, ou bien une société de crédit, ou encore moins un courtier en banque, un courtier qui va vous guider un petit peu en vous disant comme ça, vous avez droit à ça, vous avez droit à ça, et vous n'avez peut-être pas droit à ça, parce que des fois, on se plaît à rêver d'une grande maison, mais des fois, le budget ne suit pas. Alors, première chose à faire, condition sine qua non pour pouvoir construire une maison, c'est de trouver son budget et surtout de faire une étude qu'on appelle l'étude de crédibilité. Cette étude de crédibilité-là, ça se fait avec son banquier, avec son courtier ou avec sa société de crédit. Hein, et c'est donc votre banquier qui va déterminer la valeur, le montant total que vous pouvez emprunter. Imaginons qu'ils vous disent que vous pouvez emprunter 250 000 euros que vous pouvez rembourser sur 20 ans ou 25 ans. Vous êtes encore jeune, vous avez l'âge de rembourser même quelquefois jusqu'à 30 ans. Hein, oui, ça arrive. Hein. Alors, la moyenne, c'est 25 ans. Et puis après, il y a, lorsqu'on a passé 40 ans, c'est à peu près 20 ans où on peut rembourser. Donc, cette étude-là va vous servir à vous fixer votre portefeuille. Oui, le portefeuille de crédit qui est alloué à la construction de votre maison. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez votre budget, il va falloir trouver le terrain. Deuxième partie de votre projet, dans l'élaboration de votre projet, trouver le terrain. Alors, pour trouver le terrain, c'est compliqué. C'est très compliqué, en tout cas ici à La Réunion, puisque il y a plus d'offres. Plus de demandes que d'offres. Hein. Quelquefois, vous trouvez un terrain qui se trouve pas trop loin de chez vous, qui vous plaît beaucoup, mais quand vous arrivez dessus, il y a 5 ou 6 personnes, ou une dizaine de personnes qui sont déjà dessus, et le vendeur, lui, il a que l'embarras du choix, il dit son prix est comme ça, il n'est pas négociable, donc vous pouvez même pas négocier les terrains ici à La Réunion. C'est presque impossible de négocier un terrain, parce que si vous décidez de négocier un terrain, il y a votre voisin d'à côté qui va lui venir acheter, pas négocier, parce qu'il a peut-être aussi besoin que vous. Donc, du coup, trouver le terrain, c'est vraiment galère, et c'est pour ça qu'il y a quelques petites astuces à faire. Moi, je connais des gens, par exemple, qui ont galéré pendant 5-6 ans avant de trouver le terrain qu'ils avaient besoin, le terrain qui leur plaisait. Il y a des endroits où on peut trouver les terrains pour aller dans les mairies, par exemple. Hein. Il y a des lotissements qui se font de temps en temps, donc trouver ces lotissements-là, et c'est bien plus facile d'acheter dans un lotissement ou dans un terrain privé. Ou sinon, voir son notaire aussi, parce que le notaire a beaucoup de terrains aussi qui sont en vente, parce qu'il y a des gens qui ont envie de
vendre leur terrain, qui viennent voir le notaire. Et surtout après, il y a les petites annonces, hein, et il y a les agences immobilières aussi, qui ont des terrains en vente et donc avec lesquels vous pouvez appeler et puis voir un petit peu leur portefeuille de terrains en vente. Hein. Mais surtout, il y a une astuce ici à La Réunion, c'est de faire les annonces que l'on voit tous les jours sur Internet. Par exemple, on va citer par exemple, hein, Le Bon Coin, par exemple, c'est un bon filon, Le Bon Coin, parce que tous les matins, il faut aller très tôt le matin, parce qu'au moins comme ça, vous êtes les premiers à être sur l'annonce, vous appelez les premiers, vous allez visiter le premier. Si au cas vous trouvez un terrain sur une annonce et qu'on vous dit, venez visiter ce matin à 10h, n'allez pas après-midi à 14h parce que le terrain ne sera plus là. Parce que c'est vraiment un problème ici à La Réunion de trouver un terrain. Lorsque vous avez trouvé ce terrain-là, il va falloir savoir ce que vous allez mettre dessus et aussi est-ce que ce terrain-là est viabilisé ou viabilisable? Oui, parce qu'il y a une différence entre un terrain viabilisé, c'est un terrain que vous achetez dans un lotissement, ou un terrain viabilisable, ou un terrain qu'on appelle des terrains de famille que l'on vous vend et qu'il va falloir que vous amenez l'eau, l'électricité, les PTT, par exemple, la fosse septique, si au cas le terrain est dépourvu de tout à l'égout. Ça, c'est encore un gros problème. Si vous avez un terrain de plus en plus, les terrains deviennent de plus en plus petits. Oui, on appelle ça l'UFM, l'unité foncière minimum. Dans cette unité foncière minimum, avant, il était de 400 mètres carrés. Si au cas où vous n'avez pas le tout à l'égout, et si vous avez tout à l'égout, il n'y a pas trop de limite, hein, du moment que vous arrivez à poser une fosse septique sur ce terrain-là et que le plan local d'urbanisme est respecté, vous pouvez faire une demande de permis de construire. Mais sachez que le tout à l'égout, c'est vraiment un gros point pour un terrain, puisque les terrains qui n'ont pas de tout à l'égout, ils sont obligés de faire une fosse septique. Une fosse septique traditionnelle prend aux alentours de 120 mètres carrés. Oui, vous achetez un terrain qui fait 300 mètres carrés, n'oubliez pas qu'il y a 120 mètres carrés destinés à la fosse septique, parce que la fosse septique lui-même ne prend pas beaucoup de place, 25 mètres carrés, mais il y a ce qu'on appelle des distances qui sont entre la fosse et le bâtiment, entre la fosse et la route, entre la fosse et le voisin de droite ou le voisin de gauche, ce qui fait que tout cet espace-là prend à peu près 120 mètres carrés. Et bien sûr, si vous n'avez pas cet espace-là, vous avez toujours la possibilité actuellement d'avoir recours à une micro-station d'épuration, puisque depuis quelques années, c'est devenu à la mode. Hein, les gens qui n'ont pas beaucoup de terrain, les terrains se font de plus en plus petits, donc on n'a pas la possibilité de mettre une fosse septique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une micro-station d'épuration qui lui prend beaucoup moins de place, hein, aux alentours de 40 mètres carrés de surface de terrain pour pouvoir mettre une micro-station d'épuration. Hein, mais ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 2 fois plus cher qu'une fosse traditionnelle. Ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va acheter son terrain. Surtout aussi la topographie de son terrain qui est impressionnant, parce que si au cas vous achetez un terrain qui penche comme la ravine dans le fond là-bas, vous allez payer beaucoup de murs soutènement, vous allez payer beaucoup de terrassement, ça va vous revenir très cher. Moi, j'ai déjà vu des terrains où les murs soutènement coûtaient plus cher que le prix du terrain lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ça. Vérifiez bien sûr que vous avez un poteau électrique qui n'est pas très loin, par exemple, hein, voir que vous avez l'eau courante qui passe à côté, que vous avez un poteau de téléphone qui n'est pas trop loin aussi, parce que si vous n'avez pas de poteau de téléphone aujourd'hui, à part d'utiliser la 4G ou peut-être la 5G, parce que 5G arrive ici à La Réunion, hein, merci Orange pour l'instant, et ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment que tous ces paramètres-là soient pris en compte, et donc il faut aussi que le terrain ait un plan local d'urbanisme qui est quand même assez intéressant, pour pas un plan local d'urbanisme qui vous dit qu'il faut 10 mètres de recul par rapport à la ravine d'à côté, ou bien sinon 10 mètres par rapport à la 4 voies, hein, ou sinon des terrains qui sont dans des angles où il y a dans les angles d'une rue par exemple. Ça, c'est des terrains qui sont pas très bons aussi, parce que la distance qui sépare la route et la maison, qu'on appelle la limite non difficandi, hein, non difficandi, ça veut dire en latin non diffiable, si par exemple elle est de 6 mètres devant, elle sera aussi de 6 mètres à droite ou à gauche, puisque vous êtes dans un angle, hein, avec un chemin qui fait l'angle avec votre terrain. Ça aussi, il faut faire très attention. Et après, on a aussi le PPR, qu'on appelle le PPRN, le plan de prévention des risques naturels. Il y en a à peu près 7 ici à La Réunion, avec un R1 qui est la zone inondable, un mouvement de terrain et tout ça. Tout ça aussi, il faut prendre en compte, parce que si vous êtes dans un terrain avec une zone rouge et que vous achetez le terrain et qu'après on vous dit que vous ne pouvez pas construire,
Ça va être problématique aussi. Ça, c'est le notaire qui peut vous dire ça. Mais avant d'aller chez le notaire, avant de signer le compromis pour pouvoir réserver ce terrain-là, il faut le vérifier à la mairie. Et pour le vérifier à la mairie, généralement, les gens qui vous vendent le terrain, c'est un professionnel, ils vous donnent tout de suite un PPR et un plus, au moins comme ça, vous êtes au courant de toutes les contraintes du terrain. Et comme ça, vous n'avez pas de problème lorsque vous allez signer un compromis. Votre compromis va arriver à maturité. Il va arriver au bout de 3 mois, de 4 mois, vous allez pouvoir signer l'acte authentique et ça va se faire. Sinon, ça va être compliqué parce que si en période de compromis vous apercevez que le terrain, le plus ou le PPR ne vous convient pas, ça va être un petit peu difficile de dire au vendeur, non, j'achète plus parce que le PPR ne me convient pas. Et ça, c'est pas vraiment une cause réelle et sérieuse pour pouvoir annuler un compromis. Donc voilà tous les éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avoir un terrain. Une fois que vous avez eu votre terrain, vous avez signé votre compromis, vous pouvez commencer à trouver une entreprise pour vous faire une maison dessus, ou bien sinon à esquisser les plans de votre maison. Bien entendu, tout ça vraiment en étroite collaboration avec soit un architecte, ou si sa maison fait moins de 150 mètres carrés avec une entreprise, ou bien sinon un dessinateur. Même vous-même, vous pouvez le faire, vos plans de maison, puisque jusqu'à 150 mètres carrés, le recours à un architecte n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez faire vous-même. Hein. Et vous esquissez votre maison, vous faites un plan de masse, qu'on appelle ça. C'est-à-dire vous allez mettre l'emprise de la maison sur le terrain, vous allez faire en sorte qu'elle respecte le plus le plan local germaniste, c'est-à-dire les distances de la maison par rapport au voisinage de droite et de gauche, par rapport aux voisins de derrière, par rapport à la route qui va se trouver devant, à la hauteur à ne pas dépasser, le nombre d'arbres qu'il faut planter sur votre terrain, la liaison qu'il faut faire entre la maison et les raccordements EDF, PTT, tout ça. Donc bref, tout ça, un plan de masse qui va faire en sorte que vous pouvez esquisser votre maison. Vous pouvez le faire avec votre entreprise aussi. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que chez nous, chez Cases Créole, on peut vous esquisser, vous faire une simulation d'implantation pour voir si votre maison entre bien sur le terrain ou pas. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et après, donc, déposer le permis de construire. Hein. Un permis de construire n'est pas très, très compliqué en lui-même, mais il faut vraiment... Quelquefois, et dans la plupart des communes, ils exigent que ce soit fait par un professionnel parce qu'il y a vraiment des règles, des contraintes à respecter pour un permis de construire, pour déposer au moins un permis de construire. Le permis de construire dure 2 mois. Ça, c'est le nouveau code d'urbanisme qui l'exige. 2 mois. Hein, et il faut presque 1 mois de plus si au cas où vous avez une fosse septique, parce que la fosse septique n'est pas gérée en même temps que le permis de construire. La fosse septique lui-même dépend d'un organisme en mairie qu'on appelle le SPANC, le SPANC, S-P-A-N-C, qui est le service public de l'assainissement non collectif. C'est un mot un peu compliqué qui veut dire avoir une autorisation pour pouvoir mettre une fosse septique sur votre terrain. Et ça aussi, c'est un permis de construire à part qu'il faut faire. Alors, il faut faire bien attention parce que si vous avez une microstation d'épuration à faire, il faut savoir que il y a une étude de sol qu'il faut faire, ce qu'on appelle une étude de percolation qu'il faut faire pour vérifier que le sol absorbe bien tout l'eau qui va être rejetée à l'arrière du drainage, par exemple. Et il y a même quelques communes, par exemple, je ne vais pas les citer pour pas les nommer, hein, mais il y a encore quelques communes actuellement, il y a des communes actuellement qui ont décidé que même si vous avez une fosse traditionnelle, tranquille, sans problème, il vous faut une étude de sol. Donc, il faut faire très attention parce que le permis de construire pour la fosse septique, c'est vraiment un autre monde à part et il faut vraiment le faire dans les règles de l'art pour avoir cette autorisation qui n'est pas gratuite, qui est payante, parce qu'il faut savoir que quand vous demandez que ce soit un permis de construire ou une demande d'autorisation pour une fosse septique, généralement, il y a une partie étude, une partie réalisation. La partie étude coûte... au pire des cas, dans des communes, 200 €, dans les autres 150 €. Et puis après, la vérification coûte entre 200 € et 350 € dans d'autres communes. Hein. Donc voilà, ça, il faut prendre en compte. Et cette autorisation-là va venir se rajouter à votre demande de permis de construire pour faire en sorte que dans les 2 mois qui vont suivre, une fois que vous avez eu l'autorisation du SPANC, l'autorisation de la fosse septique, vous allez avoir votre permis de construire. Mais le permis de construire aussi, pareil, hein, il n'est pas automatique comme ça. Hein. La mairie, généralement, lorsque vous déposez votre permis de construire, actuellement, on peut le déposer de façon dématérialisée, c'est-à-dire on n'a plus besoin de faire des documents, plus besoin de faire des papiers pour aller le déposer en mairie nous-mêmes, parce que ça se faisait avant, il fallait déposer en 7 exemplaires dans certaines mairies, ou bien sinon 5 exemplaires dans les autres. Et aujourd'hui, on peut le déposer de façon dématérialisée sur des sites que vous proposent les mairies. Donc ça aussi, il faut tenir compte. La mairie a 15 jours ensuite pour vous demander des pièces complémentaires, parce qu'il va s'apercevoir que vous avez peut-être oublié un arbre, parce que vous savez, il y a les arbres aussi
aussi qui sont importants. On vous demande généralement d'avoir un arbre pour 100 mètres carrés. Ben, si vous avez un terrain qui fait 400 mètres carrés, une maison qui fait 80 mètres carrés, il vous reste 320 mètres carrés, vous mettez 3 arbres dessus, on vous dit non, c'est pas possible parce que c'est un arbre pour 20 mètres carrés. Les 20 mètres carrés qui restent, il faut bien en mettre un autre. Donc, il vous faut un quatrième arbre et ça, c'est aussi, ça peut être un refus de permis de construire. En fait, généralement, c'est même pas un refus de permis de construire parce qu'on vous envoie une demande de pièces complémentaires pour vous compléter votre permis de construire. Hein. Tout ce que vous n'avez pas pu mettre sur le permis de construire et qui n'est pas bien, généralement, on vous demande dans une pièce complémentaire de le redéposer. Et généralement, vous avez aussi un délai pour ça, hein, qui est généralement de 3 mois pour déposer. Hein. Donc voilà, au bout de 3 mois, votre permis de construire vous retourne, il n'est pas accordé parce que vous n'avez pas déposé les pièces complémentaires. Ça, faites très attention. Hein. Donc une fois que vous avez eu votre permis de construire, vous n'êtes pas obligé d'avoir entre-temps signé votre compromis de terrain parce que le terrain lui-même, votre compromis, votre acte authentique du terrain, parce que l'acte authentique peut être signé dans les 4 mois qui suivent, alors que le permis de construire dure généralement 2 mois si vous avez un tout à l'égout et 3 mois si vous avez une fosse septique et quelquefois un peu plus si vous êtes dans des terrains qui sont avec ce qu'on appelle l'ABF, les architectes des bâtiments de France. Lorsque vous êtes soumis à des contraintes architecturales parce que vous avez un monument historique à côté, le permis de construire quelquefois peut aller jusqu'à 6 mois d'instruction. Donc ça aussi, il faut bien vérifier. Et donc, vous pouvez avoir votre permis de construire alors que vous n'avez pas encore signé votre terrain. Donc, vous n'êtes pas encore propriétaire du terrain, mais vous êtes propriétaire, disons, administratif du terrain. Donc, une fois que vous avez tout ça, votre banquier vous a dit OK, vous avez pu faire votre prêt entre-temps, monter votre dossier, vous avez signé l'offre de prêt à la banque, vous pouvez signer l'acte authentique. Et lorsque vous avez signé votre terrain, et bien là, pas de problème, vous prenez une tente le soir et vous dormez sur votre terrain parce que le terrain est à vous. Et là, vous pouvez commencer à construire si entre-temps, vous avez trouvé l'entreprise qui va bien ou bien si c'est l'entreprise qui a fait les plans, vous avez le devis qui va avec, votre banquier l'a accepté, vous pouvez commencer le chantier. Alors, il faut savoir qu'un chantier moyen pour une maison ici à La Réunion est à peu près de 8 mois. Hein, mais les 8 mois ne démarrent pas tout de suite après votre permis de construire parce que si vous avez eu un permis de construire, vous ne pouvez pas démarrer votre maison tout de suite après. C'est pas possible. Il y a un article qu'on appelle l'article R600.2, hein, qu'on appelle couramment le recours des tierces. Le recours des tierces, le recours pour le voisinage et le recours de la préfecture dans le cadre du contrôle de la légalité, qui vous demande 2 mois de délai après avoir reçu votre permis de construire. Il faut afficher votre permis de construire et ensuite faire des photos pour prouver que vous avez affiché votre permis de construire. Aller en mairie et faire des photos aussi parce que la mairie aussi va afficher votre permis de construire sur un grand tableau dans le service urbaniste. Hein, et tout ça va faire en sorte que si vous avez un recours qui arrive au-delà des 2 mois des délais de recours des tierces, la personne qui va faire un recours, il sera ce qu'on appelle fortuit, c'est-à-dire qu'il sera hors délai. Oui, il sera hors délai, donc vous pouvez construire tranquillement. Et puis, il y a beaucoup de banquiers aussi qui ne veulent pas débloquer les sous pour les entreprises, notamment l'avance forfaitaire que demandent les entreprises, si au cas où vous n'avez pas purgé ce délai de recours des tiers. Et avant de commencer aussi les travaux, vous avez des assurances dans lesquelles il faut vraiment que vous vous intéressez un petit peu. Il faut que l'entreprise soit assurée en décennale, en responsabilité civile, en parfait achèvement si vous avez fait un contrat de CCMI, c'est-à-dire un contrat de construction de maison individuelle. Et puis après, si vous avez fait un marché de travaux, peut-être que seulement la décennale et la ERC, c'est-à-dire la responsabilité civile de l'entreprise suffira. Et puis vous pouvez aussi avoir besoin d'une assurance qu'on appelle la dommage ouvrage. Hein. C'est la loi du 4 janvier 1978, la loi Spinetta, qui vous oblige, oui, encore aujourd'hui, à avoir une assurance qui vous garantit la maison pendant 10 ans, alors que l'entreprise aussi, lui, il a une assurance qui garantit la maison pendant 10 ans. Donc des fois, ça fait un petit peu doublon, mais on dit toujours qu'il vaut mieux 2 parce qu'avec la garantie de l'entreprise, des fois, on ne sait jamais complètement faux. Hein. Moi, je suis entrepreneur, je sais que lorsqu'il y a un problème, on nous appelle, c'est notre assurance qui vient et qui répare. Hein. Donc, à la limite, je dirais, pas besoin d'une dommage ouvrage, mais la loi du 4 janvier 78 l'oblige. Hein. La loi Spinetta oblige à ce que vous aussi, vous prenez une assurance dommage ouvrage. Sauf dans certains cas. Ouais. Quand vous êtes en marché de travaux, par exemple, il y a des jurisprudences pour ça. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. On viendra peut-être un jour vous expliquer ce que cette jurisprudence dans l'assurance dommage ouvrage. Alors, toutes ces assurances-là sont vraiment obligatoires. Il faut vraiment les obtenir ou bien sinon les avoir créées, les avoir achetées avant de démarrer le chantier parce que ça ne se fait pas en cours de chantier. Une dommage ouvrage ne le saquez pas en cours de chantier. Il faut vraiment
avant le démarrage du chantier. Et lorsque le chantier a démarré, ben là, vous pouvez vous reposer un petit peu parce que c'est l'entreprise normalement qui doit faire son travail maintenant et vous êtes là que pour attendre les factures du fin du mois pour pouvoir les payer. Parce que oui, en tant qu'un bon maître d'ouvrage, il faut aussi bien payer les entreprises. Hein. Oui, parce que normalement, je suis un entrepreneur. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Je suis un petit peu là, si vous voulez, entre deux chaises. C'est-à-dire d'un côté, je vous dis ce que doit faire un maître d'ouvrage. De l'autre côté, je vous dis aussi ce que vous devez faire pour que l'entreprise se porte un peu bien. Si vous voulez que l'entreprise finisse bien vos travaux, il faut aussi les payer en temps et en heure. Surtout, ne pas payer en avance les entreprises. Là, oui, je vais me faire tirer sur les entreprises, mais c'est pas grave parce qu'il y a des entreprises actuellement qui surfacturent au départ pour avoir un peu de trésorerie. Hein, et ça, c'est pas bien du tout. On a vu des grosses entreprises actuellement qui ont eu des gros problèmes parce que ce problème de surfacturation, il faut absolument bien vérifier que les travaux sont faits déjà pour pouvoir débloquer les sous. Alors des fois, l'entreprise fait ce qu'on appelle des situations de travaux, hein, déblocage de l'avance de démarrage, déblocage des fondations, déblocage des murs en élévation, déblocage de la charpente, déblocage de secondes œuvres et ensuite la remise des clés. Toutes ces situations-là, il faut les vérifier avant de payer et bien vérifier aussi que l'entreprise n'a pas oublié, par exemple, il vous facture la charpente, il ne faut pas qu'il oublie de mettre une planche de rive, par exemple, parce que si vous l'avez payé et qu'il fait faillite entre-temps, vous n'aurez plus votre planche de rive. Hein. Voilà, hein, bien faire attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de clients que je connais qui sont venus nous voir pour nous dire que ils sont un petit peu ennuyés parce qu'il reste leur maison à finir, mais le problème c'est qu'ils n'ont plus assez de sous pour finir leur maison parce qu'ils ont trop payé l'entreprise qui entre-temps a fait faillite ou bien a abandonné le chantier. Ça, malheureusement, ça arrive et c'est pas écrit sur le front de chaque entrepreneur. Ça peut arriver, donc il faut faire très attention à tout ça aussi. Ensuite, lorsque votre maison est finie, lorsque votre maison est réceptionnable, l'entreprise va vous fixer un jour pour vous refaire la remise des clés, vous faire signer un PV de réception. Entre-temps, vous avez fait un autre PV de réception qui n'est pas vraiment un PV de réception entre l'entreprise et vous, mais un PV de réception entre la mairie et vous, qu'on appelle l'achèvement des travaux, hein, le document qui achève les travaux. Ça, vous allez déposer en mairie. La mairie va mettre un cachet, il va vous donner, et votre banquier va débloquer, par exemple, le solde de l'entreprise une fois qu'il a reçu ça. Ça aussi, c'est un PV de réception, et c'est important, ce PV de réception de la mairie, là, cette déclaration d'achèvement de travaux, parce que le jour où vous avez un problème sur votre construction, que vous faites appel aux assurances, les assurances vont vous demander ce document-là, parce que s'il n'y a pas ce document-là, ça veut dire qu'un chantier n'est pas fini. Il a été commencé, mais il n'a jamais été fini. Donc l'assureur, lui, pour démarrer l'assurance décennale prévenant l'entreprise, il a besoin absolument de la déclaration d'achèvement des travaux. Donc voilà un petit peu tout ce que vous devez savoir. Et après, bien sûr, lorsque vous habitez dans la maison, vous êtes content, vous êtes bien, tout ça, ne sachez bien que la décennale ne démarre pas tout de suite après avoir reçu les clés de l'entreprise. Hein. L'assurance décennale démarre un an après, généralement. Et cette période-là, qui est une période un petit peu floue, hein, ça s'appelle la GPA, la garantie de parfait achèvement. C'est l'entreprise qui doit venir réparer toutes les vis cachées. Par exemple, une prise qui est mal fixée, qu'on n'a pas vu le jour de la réception, une poignée de porte qui fait mal, ou sinon, par exemple, des fissures qui sont apparues. Parce que ici, à La Réunion, on est en zone de sismicité niveau 2. Donc, du coup, on a des fissures qui apparaissent dans les maisons, des micro-fissures. Hein. Pour qu'une fissure soit déclarée en tant que telle, il faut qu'elle fasse plus de 2 mm d'épaisseur, qu'elle soit traversante. Mais bon, les micro-fissures, il y en a beaucoup. Et quelquefois, il y a des entreprises qui viennent réparer les micro-fissures. Hein. Même si ce n'est pas une obligation pour une entreprise de réparer des micro-fissures alors qu'on est en zone de sismicité niveau 2. Mais pendant cette année-là, il y a le bâtiment qui se pose bien sur le sol, qui se tasse bien, qui prend sa place sur le sol. Et quelquefois, ça crée des micro-fissures. Et donc là, on peut appeler son entreprise. L'entreprise attend un petit peu, il vérifie si la fissure évolue ou pas. Et si la fissure n'évolue pas, elle est stable, on peut la réparer entre-temps. Hein. Voilà, la GPA. Et seulement après ça, après cette année de GPA, cette année de garantie de parfait achèvement, que l'assurance décennale va démarrer et que vous aurez aussi, vous allez avoir recours, vous devrez avoir recours à cette assurance-là pendant les 10 années qui vont suivre. Hein. Voilà, en espérant que j'ai répondu à pas mal de questions qui nous sont posées tous les jours.
toujours à pas mal de soucis que font des clients ou des personnes qui ont envie de faire construire une maison. Il faut savoir que faire construire une maison, c'est pas la croix et la bannière comme on entend parler tous les jours. Il faut juste comprendre un peu. Alors nous, chez Case Créole Construction, on a un gros catalogue. Je l'ai pas là parce que j'ai pas voulu faire de la publicité pour Case Créole aujourd'hui alors qu'on est dans une émission télé. Mais nous, on a un gros catalogue et qui vous permet d'avoir à l'intérieur toutes les démarches chronologiques pour pouvoir construire une maison depuis votre étude de faisabilité avec votre banquier jusqu'à la remise des clés à la fin de votre chantier. Alors, il faut savoir que lorsque vous décidez de construire une maison, entre la signature de votre compromis, lorsque vous avez trouvé le terrain et la remise des clés, il faut généralement, mais vraiment généralement, compter entre 12 et 13 mois, voire 14 mois pour les très grandes maisons. Voilà un petit peu ce que peut retenir sur la construction d'une maison ici même à l'île de la Réunion.